Les espions et l'histoire. Une émission de Madeleine Ricot, réalisée par Evelyne Frémy. La calomnie qui, depuis mes disgrâces, a versé son poison sur mes ouvrages et sur ma personne, serait très capable de m'intimider si mon cœur connaissait les sentiments de la crainte. Mais le ciel m'a heureusement doué d'une portion de cet esprit mâle qui devait m'être nécessaire. Toute ma vie a été une occupation continue dans laquelle je cherchais moins les moyens de fonder ma fortune particulière que ceux de me rendre utile à mes concitoyens. Une pareille entreprise devait naturellement m'exposer en vue. En fallait-il davantage pour faire naître l'opposition et irriter la méchanceté des hommes? Une réputation favorable est souvent plus à redouter qu'une mauvaise. Aujourd'hui, le petit Déon, agente ou agent secret. Deuxième partie, à la cour du roi Georges III d'Angleterre, avec Jean-Pierre Leroux et la participation de Jacques Levron. Dans l'émission précédente, nous avons montré comment le chevalier Déon, lors des diverses missions accomplies à la cour de l'impératrice Élisabeth de Russie, et dont la première le fut probablement sous le costume et l'identité de mademoiselle Lia de Beaumont, sœur du chevalier, et les autres en tant qu'attachés de l'ambassade de France, donc comment Déon avait agi selon les ordres personnels de Louis XV. Le jeune homme si mince et si gracieux que tous l'appelaient le petit Déon faisait en effet partie du célèbre secret du roi, qui comptait peu de membres et dont le prince de Conti puis le comte de Broglie dirigèrent la diplomatie secrète. Une diplomatie totalement ignorée des divers ministres des Affaires étrangères et souvent en contradiction avec la diplomatie officielle du roi de France. Après 4 années passées à Saint-Pétersbourg, où Déon avait acquis l'estime de la tsarine qui voulait se l'attacher, et rendu d'insignes services à la politique du renversement des alliances et donc au rapprochement de la Russie et de la France, et cela au péril même de la vie de l'agente ou agent secret, il estima urgent de revenir en sa patrie. Si en 1760 je quittais la Russie, ce fut uniquement parce que j'y avais perdu la vue et gagné le scorbut. En arrivant à Paris, je manquais mourir de faiblesse. Une pension de 2000 livres et ma nomination au grade de capitaine de dragon ne me guérirent pas radicalement, quoiqu'elles contribuèrent à me donner les moyens nécessaires pour rejoindre mon régiment et aller exposer en Allemagne ces jours qu'on venait de me rendre. Le scorbut, la perte de vue et la petite vérole contractée à son arrivée en France, heureusement, n'abîmèrent point les beaux yeux bleus rieurs, ni n'altérèrent le teint éblouissant et les cheveux blonds du petit Déon, alors âgé de 32 ans. L'uniforme de capitaine de dragon, avec son casque couvert de peau de léopard, ne fit qu'ajouter à sa prestance et à sa fière allure. Quant à son intrépidité, elle lui fit accomplir des exploits. Capture à la tête d'une seule compagnie de 2 bataillons francs-prussiens, charge malgré une blessure à la main et une à la tête de montagnards écossais, enfin initiative courageuse alors qu'il était tête de camp du comte de Broglie, initiative qui suscitera à Déon un ennemi tenace. Monsieur de Guerchy, je vous porte un ordre du comte de Broglie d'avoir à faire prendre sur le champ par des brigades d'infanterie 400 000 cartouches qui se trouvent entreposées sur la rive droite de la Vézère. Mais, capitaine Déon, l'endroit où se trouve cet entrepôt est exposé au feu de l'ennemi. Sans doute, mais si ces cartouches ne sont pas évacuées dans l'immédiat, elles risquent soit de sauter, soit de tomber sous peu dans les mains de l'ennemi. Je pense qu'il faut mieux attendre de voir comment la situation évoluera. Mais c'est un ordre formel du maréchal de Broglie. Je sais, mais enfin, nous verrons. Ce que vit le comte de Guerchy, ce fut un beau fait d'armes accompli par le capitaine Déon à la tête de quelques volontaires de l'artillerie, soit, sous le feu de l'ennemi, l'enlèvement complet des 400 000 cartouches. Mais la mort de l'impératrice Élisabeth en janvier 1762 faisait rappeler brusquement le chevalier Déon à Versailles, où il attendit jusqu'en septembre de la même année les ordres de Sa Majesté. Ce fut Tercier,
premier commis aux affaires étrangères, qui mit fin à cette longue attente. Chevalier Déon, vous savez que je suis chargé non seulement de tous les rapports directs entre les gens du secret du roi, mais aussi de toutes les relations entre Sa Majesté et le comte de Broglie, depuis que celui-ci est exilé en son château. Vous ne sauriez croire, monsieur Tercier, combien cette disgrâce du maréchal de Broglie et du comte son frère, auquel je suis tout dévoué, me navre. Ces messieurs ont eu, hélas, le tort de vouloir rendre responsable de l'échec de la campagne d'Allemagne le seul maréchal de Soubise, qui l'a dirigé avec eux. Celui-ci étant le protégé de Madame de Pompadour, Sa Majesté n'a pu que s'incliner devant la colère de la marquise. Mais rassurez-vous, le roi conserve sa confiance au comte de Broglie pour tout ce qui touche à l'affaire secrète. Je suis seulement chargé de transmettre leurs décisions communes à leurs agents. Est-ce, ainsi que je l'espère, mon ordre de mise en route pour assister le nouvel ambassadeur de France en Russie que vous avez à me remettre, monsieur Tercier? Hélas, il n'est plus question d'ambassade de France à Saint-Pétersbourg depuis qu'il y a 2 mois, Catherine d'Anhalt a fait assassiner son mari, le tsar Pierre III, et a pris seul le pouvoir. Le mémoire que Sa Majesté vous avait demandé sur la cour de Russie et sur le nouveau couple impérial ne laisse en effet aucun espoir sur l'action que l'on pourrait mener auprès de la nouvelle impératrice. Ne pourrais-je pas faire une tentative semblable à celle que j'ai réussie avec Élisabeth? Non, chevalier. Mais Sa Majesté a une autre mission de confiance à vous donner. Ah? Et quelle est-elle? En tant que secrétaire d'ambassade, vous allez vous joindre à Monseigneur le duc de Nivernais qui se rend à Londres afin d'y négocier la paix. Voilà peut-être nomination honorifique, mais médiocre mission. Ne croyez point cela, chevalier. La négociation sera fort difficile, beaucoup d'Anglais étant pour la poursuite de la guerre. Pour obtenir la signature de la paix, vous devrez employer sans doute certains procédés que le duc de Nivernais, trop en vue, ne pourra se permettre. Et quels sont ces procédés? Monsieur de Broglie les laisse à votre initiative. Apprenez toutefois que nous avons été avertis que Lord Bright, le chancelier d'Angleterre, et certains membres de la famille royale ont un léger penchant pour la monnaie d'or. Enfin, vous verrez cela. Assurez le comte de Broglie que je ferai tout ce qu'il est en mon pouvoir pour favoriser la paix souhaitée par Sa Majesté. Yes, duc de Nivernais, je vous en fais l'aveu. Ce portefeuille que j'ai avec moi renferme les dernières instructions que Lord Egremont adresse au duc de Bedford à Versailles. Elles contiennent un ultimatum que notre ambassadeur doit remettre à votre roi. Un ultimatum, dites-vous, Mr. Wood? Hélas, oui. Mais je vous confie cela sous le sceau du secret, duc. Soyez assuré de notre discrétion. N'est-il pas vrai, chevalier Déon? Monsieur le sous-secrétaire d'État peut en avoir la certitude. Et cela, bien que nous mourions de curiosité, n'est-ce pas, chevalier? Tant nous aimerions connaître les termes et la date où expire l'ultimatum. Il faut nous résigner, monseigneur, et attendre d'en être avisé officiellement. Mais ne vous semble-t-il pas séant de remercier Mr. Wood de sa demi-indiscrétion et de consoler notre déception par la dégustation d'une bouteille ou deux de ce vin de Méter de Tonnerre que nous venons de recevoir? Par ma foi, voilà qui est d'une fort bonne idée. Je vous garde pour le lunch, monsieur le sous-secrétaire d'État. Vous avez bien le temps d'envoyer ces mauvaises nouvelles à Versailles. Qu'en pensez-vous? Que c'est là une proposition fort alléchante. Veuillez m'excuser, messieurs, mais je ne pourrai partager votre déjeuner, ayant pris par ailleurs un engagement. Vous êtes excusé, chevalier. J'espère seulement que votre engagement est au féminin. Ah, chevalier, si vous aviez vu l'effet de votre vin, vous en auriez ri autant que moi. Les laquais de notre sous-secrétaire d'État ont dû l'aider à monter dans son carrosse. Quant à moi, duc, j'ai apprécié tout autant la qualité du contenu du portefeuille que Mr. Wood avait laissé en ce cabinet pour passer à table. J'en ai fait une copie littérale que je vous résumerai, car elle est déjà partie pour Versailles. Je vous félicite, chevalier, de la compréhension et de la rapidité que vous avez mise à exécuter mon vœu secret. Monsieur de Praslin, prévenu, aura ainsi le temps de préparer sa réponse à l'ultimatum.
Votre Majesté, le chevalier Déon sollicite l'honneur de vous remettre la ratification du traité de Paris qu'il a apporté de Londres avec la plus grande diligence. Mais qu'il entre, monsieur le duc de Praslin, qu'il entre. Il me porte bonheur. Majesté. Il me faut vous embrasser, chevalier. Monsieur de Praslin, vous ferez verser au chevalier une gratification de 6 000 livres en récompense de ses estimés services. Et vous lui ferez délivrer le brevet de chevalier de l'ordre de Saint-Louis. Mais, Votre Majesté, le chevalier Déon n'a point l'âge requis pour recevoir cette haute distinction. En ce cas, nous lui accordons une dispense d'art. Mon cher Déon, il est vraiment providentiel pour le service du roi que vous retourniez en tant que résident en Angleterre. Vous allez pouvoir participer à la réalisation du grand dessein auquel Sa Majesté vient de donner son accord. Ce dessein concernerait donc l'Angleterre, monsieur Tercier? Oui, et il est le plus grand qui fût jamais imaginé pour réduire cette arrogante nation. Le comte de Breuil est-il à son origine? Oui. Oui, mais sur la proposition de monsieur Durand de Distroff, qui fut un des négociateurs du traité de Paris, comme vous le savez. Et il a rapporté de Londres l'assurance que les dispositions pacifiques de l'Angleterre n'étaient pas sincères. Il est, me semble-t-il, dans le vrai en affirmant cela. Oui, il pense que tôt ou tard, la guerre éclatera à nouveau, et qu'il serait préférable que la France envisage non pas des campagnes sur le continent ou aux colonies, mais un débarquement sur le sol même de l'Angleterre. Pour aider au succès de nos armes, un soulèvement de l'Irlande serait préparé, et la restauration du prétendant Stuart prévue. Voilà un projet ambitieux. Mais en quoi interviendrais-je dans sa préparation? En ceci, que Sa Majesté a donné son accord pour qu'un officier français fût chargé du relevé très précis des côtes anglaises. La mission est dangereuse et difficile. Vous devrez la faciliter, la protéger grâce à vos relations à la cour, et en donnant au voyage et au séjour de cet officier la tournure et les prétextes que vous croirez convenables pour éloigner tout soupçon. Je ferai en sorte qu'il en soit ainsi pour satisfaire mon souverain. Quel est l'officier qui est désigné pour cette mission? Le marquis de la Rosière, qui fit ses études à l'école du génie et qui participa aux travaux de défense de l'île de France. Je l'ai fort bien connu alors qu'il était attaché à l'état-major du maréchal-duc de Breuil. C'est d'ailleurs un de mes lointains cousins par alliance. Vous joindrez donc ainsi plus facilement vos efforts pour la réussite de ce grand dessein, dont seuls doivent être mis dans le secret monsieur Durand, le comte de Breuil, moi et vous. Vous omettez Sa Majesté? Est-ce volontaire, monsieur Tercier? Nullement. Sa Majesté vous confirmera elle-même ses volontés. Le sieur Déon recevra mes ordres par le canal du comte de Breuil ou de monsieur Tercier, sur des reconnaissances à faire en Angleterre, soit sur les côtes, soit dans l'intérieur du pays, et se conformera à tout ce qui lui sera prescrit à cet égard, comme si je lui marquais directement. Mon intention est qu'il garde le plus profond secret sur cette affaire, et qu'il n'en donne connaissance à personne qui vive, pas même à mes ministres. Il recevra un chiffre particulier pour entretenir la correspondance relative à toutes les connaissances qu'il pourra se procurer sur les vues que l'Angleterre suivra, tant par rapport à la Russie et à la Pologne, que dans le Nord et dans toute l'Allemagne, qu'il croira intéresser mon service, pour lequel je connais son zèle et son attachement. Versailles, ce 3 juin 1763. Fin avril, le petit Déon était nommé ministre plénipotentiaire de France et entretenait 2 correspondances. L'une officielle avec les ducs de Choiseul et de Praslin et une autre officieuse avec le comte de Breuil et Tercier. Dans cette dernière correspondance, l'avocat désignait le roi, le substitut le comte de Breuil, le procureur Tercier, la mère le duc de Praslin, la porcelaine le duc de Choiseul, le novice ou le mouton cornu
le comte de Guerchy, et enfin, l'intrépide, en toute modestie, le chevalier lui-même. Le dit intrépide dirigeait à l'ambassade une maison de 22 domestiques comprenant aumôniers, écuyers, aides de camp, 5 officiers, 4 laquais, un Suisse, 4 servantes, 2 cochers, 2 palefreniers, un cuisinier, et dont les écuries renfermaient 10 chevaux. Il était reçu en audience officielle par le roi Georges III et recevait à l'ambassade Horace Walpole, David Hume et tout le corps diplomatique. Ce train occasionnait de grandes dépenses, et Déon, qui ne possédait aucune fortune personnelle, n'hésitait pas à grever par avance la dotation du comte de Guerchy nommé ambassadeur, mais qui n'avait pas encore rejoint son poste. Le chevalier, fort de l'appui secret du roi, faisait sans vergogne justification de ses agissements au duc de Praslin dans une lettre datée du 8 août 1763. Il y a bientôt 10 ans, monsieur le duc, que je suis politique sans être ni plus riche ni plus fier. Je serais forcé de mettre la clé sous la porte et de faire une banqueroute générale si vous n'avez pas l'humanité de venir à mon secours par quelque gratification extraordinaire. Plus je travaille avec zèle et avec courage, moins je deviens riche. Ma jeunesse se passe et il ne me reste plus qu'une mauvaise santé qui dépérit tous les jours et plus de 20 000 livres de dettes. Le temps de la récolte me paraissant à peu près arrivé, je vous supplie de prononcer sur mon sort présent et futur. L'imprudent chevalier Déon, en irritant par ses lettres impudentes le duc de Praslin et par ses dépenses le comte de Guerchy, lequel n'avait pas oublié l'humiliation que l'ex-capitaine de dragon lui avait fait subir avec l'affaire des 400 000 cartouches, en attirant aussi les soupçons de la marquise de Pompadour qui le pensait homme d'un complot dont Louis XV lui faisait total mystère, n'allait bientôt plus être ni ministre plénipotentiaire ni même secrétaire d'ambassade, ainsi qu'une lettre de Louis XV à Tercier le prouve. 11 octobre 1763. Déon a écrit plusieurs lettres fort singulières. C'est apparemment son caractère de ministre plénipotentiaire qui lui a tourné la tête. En conséquence, M. de Praslin lui a proposé de le faire venir ici pour juger de ce qui en est. Prenez garde à tout ce qu'il a du secret et, s'il est folle, qu'il ne découvre quelque chose. 12 octobre. Vous verrez, monsieur Tercier, le sieur Déon à son arrivée à Paris. Et je vous autorise à prendre avec lui toutes les précautions pour que le secret soit gardé. Mais à l'arrivée à Londres de l'ambassadeur, les choses allaient se compliquer singulièrement. Comte de Guerchy, je vous avertis que je ne saurais obéir à l'ordre de rappel de cette lettre que vous m'apportez. Mais c'est là ordre du roi. Un ordre qui n'est point signé de sa main. Mais il l'est. Non point. Voyez vous-même. Il n'y a là qu'un paraphe, ou comme l'on dit, une griffe employée par la chancellerie. Cet ordre ne peut donc révoquer ma nomination dûment signée, elle, de la main de sa majesté. Mais vous devez obéir à cet ordre grillé. Et cet ordre peut aller griller qui bon lui semble. Quant à moi, je ne me laisse pas rôtir si facilement. La guerre fut donc déclarée entre Guerchy et Déon. Celui-ci prétexta qu'il était malade pour ne pas se rendre à l'audience de congé fixée par Georges III au 26 octobre. Mais le soir du même jour, chez Lord Halifax, non seulement il ridiculisa l'ambassadeur de France en le convainquant d'ignorance diplomatique, mais il mit son hôte et ses invités au courant de ses démêlés avec un certain Tressac de Vergy, un mouchard, venu en Angleterre dans le but de le déconsidérer. Mais si je vous assure, mon cher Lord Halifax, ce de Vergy qui s'attache à mes pas comme une ombre m'a si fort provoqué qu'il m'a bien fallu accepter le rendez-vous qu'il m'a fixé pour demain. Vous voulez dire, chevalier, que vous allez vous battre en duel avec cet individu? Je m'y vois contraint. Mais vous êtes un redoutable bretteur. Vous allez sans doute oxyre cet homme. Et qui puis-je? Chevalier, le comte de Guerchy, Lord Sandwich et moi-même vous prions d'abandonner cette affaire. N'en étant pas l'auteur, je n'irai point chercher le sieur de Vergy, mais je l'attendrai chez moi à l'heure indiquée. En ce cas, mon cher Déon, il faudra que je mette des gardes à votre porte. Oh, my lord, le chevalier Déon se garde bien tout seul. Mais que veut dire ceci, my lord? La porte de votre salon est fermée à clé.
Je n'aurais jamais cru que le ministre plénipotentiaire de France se verrait prisonnier en Angleterre chez le secrétaire d'État. Vous n'êtes point prisonnier, chevalier. Je veux seulement être certain que vous signerez avant de sortir de ce salon une lettre par laquelle vous vous engagez à ne pas vous battre en duel avec le sieur de Vergy. Je ne signerai point, Lord Halifax. Je regrette, mais en ce cas... Garde! Faites votre devoir, messieurs. Je ferai le mien. Si c'est pour me conduire chez moi, je n'ai que faire de soldat. J'irai bien seul et à pied. Si vous voulez y venir malgré moi, j'aurai l'honneur de vous donner à souper. Au nom de Sa Majesté britannique, Monsieur Déon, je vous demande de signer ce billet et ces messieurs le paraphron. Soit, my lord, mais c'est bien pour vous obliger. Voyons donc ce que je vais signer. Monsieur le chevalier Déon donne sa parole d'honneur au comte de Sandwich, d'Halifax et de Guerchy qu'il ne veut point se battre avec monsieur de Vergy sans avoir préalablement communiqué ses intentions au susdit comte. Bon, je signe. Voici donc, messieurs, ainsi que vous le désiriez, ma parole d'honneur engagée. Le lendemain matin, à 10 heures, lorsque la porte de la chambre du chevalier s'ouvrit devant le sieur de Vergy, en habit de duelliste, Déon comprit qu'il avait été joué. S'il se battait, il manquait à la parole donnée à Guerchy et au noble lord. S'il ne se battait pas, il perdait l'honneur et de toute façon il devait quitter l'Angleterre. Que deviendrait alors la mission secrète qu'il devait accomplir avec monsieur de la Rosière? Mais il avait jugé Vergy, et il agit en conséquence. Me voilà, monsieur, en habit de combat. J'en suis charmé. Je vous attendais, avec impatience. Ah, monsieur, j'ai une question à vous faire. Êtes-vous ministre plénipotentiaire ou capitaine de dragon? Et si vous êtes ministre, je me retire. Non, mon ami, je ne veux pas que tu te retires. Je ne veux être pour toi qu'un simple dragon. En garde! Oh, monsieur! En garde! Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! En garde! Comment tu viens chez moi en habit de combat et tu crains que je ne te touche? À la bonne heure! Sois tranquille, hein? Je n'ai d'autre dessein que de te faire arrêter. Non, monsieur, par pitié, je vous en prie, monsieur. À moins que tu écrives un papier par lequel tu t'engageras à ne plus te présenter devant le comte de Guerchy que comme un grand aventurier. Ah oui, je signe. Oui, je signe ce que vous voulez, mais laissez-moi la vie sauve, monsieur. Là, voilà. Les démêlés du chevalier et de son ambassadeur, rendus publics par les gazettes anglaises, si elles divertissaient fort la société de Londres, inquiétaient affreusement Louis XV et plus encore le comte de Broglie, lorsque celui-ci apprit que Sa Majesté avait demandé au chevalier de remettre les papiers du secret au comte de Guerchy. Ruffec, le 8 novembre 1763. Sire, j'apprends tous les malheurs arrivés à Déon et ceux que la correspondance secrète éprouve par cet événement. La sage précaution que votre Majesté s'est déterminée à prendre dans cette occasion devrait rassurer sur les suites qu'a le dérangement de la tête du sieur Déon. J'ose cependant lui représenter que les liaisons de monsieur de Guerchy avec monsieur le duc de Praslin sont si anciennes qu'il est bien difficile de se flatter qu'il lui cache un secret. Votre Majesté voudra bien excuser la liberté que je prends de lui demander d'envoyer l'ordre à monsieur de Guerchy de faire passer sur le champ tous ses papiers en France par le sieur de la Rosière qui pourra les remettre à monsieur Tercier pour vérifier si tout ce qui a été envoyé au sieur Déon s'y trouve, ainsi que les minutes des lettres qu'il a écrites. Le sieur de la Rosière rendrait compte en même temps du commencement de sa mission et d'après cela, votre Majesté pourrait se déterminer sur la suite ou l'abandon de cette affaire de débarquement en Angleterre.
Mon cher Larosière, cette lettre du chevalier Déon que vous avez eu la bonté d'apporter jusqu'à mon château me conte de si étranges faits que je me dois de vous en demander témoignage. Bien volontiers. Je vous confirmerai donc qu'un matin, en venant voir le chevalier, je trouvai la porte close. Hola! Déon! Êtes-vous là? Répondez, mon ami! Diable! C'est vous, la Rosière? Ma parole, vous dormez encore? Vous, si matinal? Savez-vous qu'il est déjà midi? Midi? Mais je me suis mis au lit hier sur les 8 heures car j'étais fort incommodé lorsque je suis rentré de dîner chez le comte de Guerchy. Vous avez dîné à l'hôtel de France? Oui, le comte m'avait prié de venir lui donner quelques éclaircissements sur des affaires de l'ambassade, mais il s'est absenté avant le souper, m'a laissé en compagnie de la comtesse. Peu après, je me suis senti incommodé et j'ai voulu rentrer. Une chaise à porteur s'offrit à moi devant la porte, mais je la refusai et je m'en revins péniblement à pied. Je dus me mettre au lit tant le sommeil m'accablait. Voilà qui est étrange. Oh, à n'en pas douter, le vin que l'on m'a servi était drogué à l'opium. Et la chaise à porteur devait sans doute me mener non chez moi, mais sur la Tamise, où un bateau m'aurait enlevé. Mon cher Larosière, ce ne sont là que des suppositions. Sans doute. Mais j'ai assisté également à l'offre étrange que le comte de Guerchy a faite au chevalier d'aller se promener au bord de la Tamise un autre jour, et que Déon, à juste titre, refusa. Ainsi qu'à la visite d'un certain serrurier qui, sous prétexte de raccommoder la porte de la chambre du chevalier, prit l'empreinte de la serrure. Ce qui fit que notre ami déménagea incontinent et que depuis il a fait miner chambre, salon, cabinet de travail et escalier de sa nouvelle demeure, et qu'il tient une mèche allumée à portée de main. Il a aussi fait venir quelques anciens dragons de son régiment pour que, en aucun cas, soit de surprise, soit de mort, de feu ou autrement, la correspondance secrète ne tombât en mains étrangères. Mon cher de Larosière, ce que vous venez de me conter me rassure et m'inquiète, tout à la fois. Je ne vois en effet dans la conduite du chevalier aucune trace de la folie dont on l'accuse. Et ses dépêches et toute sa conduite ministérielle sont marquées au coin du zèle, des lumières et de l'expérience, dont je l'ai toujours vu donner des preuves. Mais d'autre part, l'acharnement du parti qui est contre lui me fait redouter comme il le redoute lui-même, qu'il ne soit enfermé pour le reste de ses jours. C'est pourquoi, comte de Breuil, le chevalier ne veut pas revenir en France sans en recevoir l'ordre positif du roi, ainsi que la garantie de sa sûreté. Je vais m'efforcer de convaincre Sa Majesté d'avoir soit à lui conserver son titre de ministre plénipotentiaire et de révoquer son appel, soit de lui envoyer la permission secrète de rester en Angleterre comme particulier français en l'autorisant à rentrer dans sa patrie quand bon lui semblera. Il faut souhaiter que vous obteniez l'une ou l'autre de ces solutions, monsieur. Sinon, je crains que le désespoir d'avoir perdu la protection et l'estime du roi ne jette le chevalier dans le service de Sa Majesté britannique, et qu'il ne considère comme un moyen de vengeance de dévoiler le secret important qui lui a été confié. Enfin, que me dites-vous là, marquis? Enfin, j'ai toujours reconnu la grande probité et le grand désintéressement du chevalier. Sans doute, mais expatrié, sans ressources, que peut-il faire? Je l'ai bien vu brûler devant moi tous les papiers de la correspondance secrète. Mais il a mis dans la reliure d'un livre l'ordre signé du roi qui concerne ma mission en Angleterre. Dieu, s'il en fait usage, la personne du roi en sera compromise et qui sait, une déclaration de guerre de la part de l'Angleterre en sera peut-être la suite inévitable. Je vois qu'il me faut insister auprès de Sa Majesté pour que vous retourniez, marquis de Larosière, porter des ordres rassurants au chevalier. Mais le roi, malgré son inquiétude, pour ne pas désavouer ses ministres Praslin et Choiseul, dut accepter de signer la demande d'extradition du chevalier adressée à Georges III. Voilà une lettre, monsieur, que le chambellan du roi d'Angleterre vous a fait porter. Donne, Hugonnet. Palsambleu!
Que le diable emporte le roi Georges et sa cour. Vous arrive-t-il quelque chose de fâcheux, monsieur? Sommes-nous expulsés d'Angleterre? Non. Tu sais bien, Hugonnet, que le Home Rule protège la liberté de ma personne. Cette lettre m'informe que Louis XV a fait savoir à Georges III que je n'étais plus son ministre et l'a prié de ne plus me laisser paraître à la cour. Voilà qui est fâcheux, monsieur, et qui vous retire de la vie publique de ce pays. Mais c'est ce que nous allons voir. Je vais me défendre, faire des libelles, des mémoires, informer l'opinion publique intenter un procès à ce Guerchy, lui rendre la vie impossible et l'obliger enfin à s'enfuir d'Angleterre où moi, par contre, je resterai. Déon fit comme il avait dit. Il écrivit et publia ses lettres, mémoires et négociations qui eurent un énorme succès en Angleterre et, ayant reçu les aveux du lamentable Vergy sur le complot ourdi contre lui, en assigna l'auteur apparent, le comte de Guerchy, devant les tribunaux anglais. Un ambassadeur de France accusé de tentative d'assassinat. Et il y avait de quoi révolter la cour de Versailles, d'autant plus que les grands jurés de Londres déclarèrent Guerchy prévenu de présomption grave d'assassinat. Georges III dut faire classer l'affaire par ordonnance. Mais de Guerchy était déshonoré. Obligé de quitter l'Angleterre, il en mourut peu après. Et l'agent secret, il s'était vu bien entendu retirer sa pension officielle de 2000 livres. Mais le roi avait donné en secret des ordres à Tercier. Monsieur Déon n'est pas folle, mais orgueilleux et fort extraordinaire. Je crois bien qu'il faut laisser écouler assez de temps, le soutenir de quelque argent, et qu'il reste là où il est en sûreté, et surtout qu'il ne fasse pas de nouvelles affaires. Je ne crois pas Déon capable de se faire anglais, car il n'y gagnerait rien du côté du ministère. Et dans le parti de l'opposition, que ferait-il? Envoyez-lui donc 200 ducats. 200 ducats, soit 2200 livres, plus que la pension supprimée. Le temps ayant passé, ainsi qu'il le prévoyait, Louis XV, le 1er avril 1766, en lui offrant 12 000 livres par an, recourait à nouveau au service du chevalier Déon en tant qu'agent ou agente secrète. En effet, Déon s'était fait envoyer de France corps, corsets, déshabillés, robes de gros, de tours, etc. Et on a tout lieu de penser qu'il s'en servait pour ses missions secrètes, car son beau-frère, un certain O'Gorman, lui adressait des lettres au nom de Miss Logdin ou Mrs. Duval, or Wolfe, or Terry. Jusqu'en 1774, il ne cessa de travailler pour le roi de France, son souverain, qu'il n'avait jamais trahi. Quelques extraits des lettres du comte de Broglie à Sa Majesté en témoignent. 23 septembre 1769. J'ai cru, sire, devoir donner quelques marques d'approbation au sieur Déon, tant sur l'attention qu'il a de nous faire passer les découvertes qu'il peut faire, telles que l'équipement d'une escadre russe et sa destination dont il nous a instruit le premier, que sur la modération actuelle de sa conduite. Je suis persuadé que rien n'est plus propre à le contenir dans de pareilles bornes que de lui faire sentir qu'on le remarque et surtout qu'il a plu à votre majesté de l'approuver. 29 juin 1770. Le sieur Déon annonce que la fermentation subsiste toujours en Angleterre. 25 mai 1771. La lettre du sieur Déon détruit les bruits qui se sont répandus ici depuis quelques jours sur son enlèvement à la suite de paris sur son sexe. Il est fâcheux qu'un épisode aussi extravagant vienne encore le remettre sur la scène. On lui enverra l'argent qui lui est dû à son retour d'Irlande. 9 avril 1772. Le sieur Déon prétend dans la lettre en chiffres ci-jointe avoir un projet secret d'expulser du trône d'Angleterre la maison de Brunswick, sans le concours d'aucune puissance étrangère, sans se compromettre et sans dépenser d'argent. Enfin, voici l'étonnante lettre que de Broglie écrivit au roi le 12 juillet 1772. Je joins, sire, un projet de réponse au sieur Déon. Je ne dois pas à son sujet oublier d'instruire votre majesté que les soupçons qui ont été élevés l'année dernière sur le sexe de ce personnage extraordinaire sont très fondés. Le sieur Drouet, à qui j'avais recommandé de faire de son mieux pour les vérifier,
m'a assuré à son retour qu'il pouvait me certifier, après avoir examiné et palpé avec beaucoup d'attention, que le dit sieur Déon était une fille, et n'était qu'une fille, qu'il en avait tous les attributs et toutes les incommodités régulières. Quelle comédie avait joué au sieur Drouet celui que le médecin légiste reconnaîtra pour un homme lorsqu'une quarantaine d'années plus tard, il mourra dans une extrême misère. Mais le 10 mai 1774, Louis XV s'éteignait et Déon s'écriait « En le perdant, je perds tout ». Le chevalier ne croyait pas si bien dire. Louis XVI et Vergennes, sous la pression des héritiers du comte de Guerchy et persuadés que Déon était une chevalière, firent négocier par bon marché, ainsi que nous l'avons conté lors d'une précédente émission consacrée à ce dernier, le rachat des derniers papiers du secret du roi contre l'autorisation de rentrer en France, mais à condition que l'ex-agent secret s'habillât à jamais en femme.